Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Debout les Belges, le premier magazine d'information dissidente de Belgique. Et c'est bien entendu, pour commencer cette émission, vers le Moyen-Orient que nos regards se tournent et vers Gaza plus particulièrement. Nous avons tous en mémoire et nous ne supportons plus de voir tous les jours ces images d'enfants déchiquetés, ces enfants qui sont abandonnés sur les tables d'opération dans les hôpitaux palestiniens parce que les médecins sur place manquent de tout, même de l'élémentaire. Depuis le début de l'opération israélienne, c'est près de 2000 morts que la Palestine dénombre. 2000 morts, dont 500 enfants environ. Des milliers de bâtiments qui sont totalement détruits, plus de 400 000 personnes qui sont déplacées, qui ont perdu tout, leur habitation, leurs souvenirs, tous leurs biens. Et malheureusement également des milliers de civils blessés. Sans compter qu'il n'y a plus d'électricité à Gaza, puisque Israël a bombardé la seule centrale électrique qui était en activité, donc plus d'électricité. Presque plus d'eau. Israël bombarde des hôpitaux. Il faut savoir que 11 hôpitaux ont été détruits depuis le début des opérations israéliennes. Bombarde des ambulances, des infirmiers qui tentent de venir en aide à des Palestiniens blessés. Et bombarde même des écoles. 137 écoles, oui je dis bien 137 écoles ont été détruites depuis le début du conflit. Évidemment, lorsqu'une armée attaque délibérément des enfants, tue des civils, qu'elle s'en prend à des hôpitaux, qu'elle s'en prend à des écoles, on ne peut plus parler de guerre, mais on doit parler de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et bien entendu, je pense que les dirigeants israéliens ne doivent plus être à la tête de ce pays, mais qu'ils doivent être traînés immédiatement devant les tribunaux pénaux internationaux. Je me demande ce qu'on attend pour les traduire devant ces tribunaux. Ce sont des véritables criminels de guerre. Ce qu'ils font subir aux Palestiniens est tout simplement scandaleux et inadmissible. Et nous ne pouvons pas accepter une telle situation. Et je crois même qu'on doit aller plus loin. Aujourd'hui, face à cette barbarie sioniste, je crois qu'Israël, ce pays créé artificiellement, je crois qu'il ne mérite pas d'exister réellement aujourd'hui. Israël est sali à tout jamais. Israël aura jusqu'à la fin des temps l'image d'un pays terroriste, d'un pays voyou, d'un pays oppresseur, colonialisateur, un pays qui opprime une population innocente, qui tue délibérément des civils. Un pays comme ça ne peut pas exister, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut aujourd'hui véritablement plaider pour la création, dans les territoires occupés aujourd'hui par l'entité sioniste, la création d'un État de Palestine. Une Palestine qui pourrait avoir une structure politique plus ou moins équivalente à la structure politique belge. Je ne vois pas pourquoi Juifs et Arabes ne pourraient pas avoir tous les mêmes droits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Israël, et pourquoi le pays ne pourrait pas être dirigé par un gouvernement composé paritairement de Juifs et d'Arabes. Si nous parvenons à le faire en Belgique, et si nous parvenons à faire entendre et cohabiter des néerlandophones et des francophones et même des germanophones ensemble, je crois que Juifs et Arabes peuvent demain s'entendre, à condition bien entendu qu'on élimine de la carte ce pays qui n'aurait jamais dû exister, ce pays qui a été créé artificiellement qu'est Israël et qui bien entendu depuis son existence n'a cessé d'opprimer le monde arabe mais également et surtout la communauté palestinienne, les Palestiniens à qui appartient le sol de Palestine n'appartient pas aux colons israéliens, la Palestine appartient aux Palestiniens et je pense que ce serait une marque franchement d'ouverture si demain on pouvait se mettre autour de la table pour défendre cette idée de la création d'un État Palestine. Bye bye Israël, Israël a fait suffisamment de dégâts, je pense qu'il faut aujourd'hui tourner la page. Alors, bien évidemment, face à l'horreur qui se passe là-bas à Gaza, nous sommes impuissants. Le drame palestinien nous fait particulièrement mal, mais que faire? Que faire dans un monde qui est infecté par le sionisme? Manifester? Oui,
On peut manifester. Ce n'est jamais une mauvaise chose de manifester. Mais soyons clairs que si manifester pouvait changer les choses, et si ça pouvait avoir un impact il y a déjà longtemps, que manifester aurait été interdit. C'est un peu comme les élections. Les élections, on sait très bien qu'elles ne changent rien, qu'on vote pour rien, et c'est pour ça qu'elles sont autorisées. Donc les manifestations, c'est tout simplement permettre à la population d'extérioriser tout ce qu'elle ressent, de s'exprimer et de lui donner l'impression de vivre en démocratie. Mais les dirigeants, après ou pendant la manifestation, ça ne les touche pas, c'est cause toujours tu m'intéresses. Donc on voit bien, ça fait des dizaines d'années que nous manifestons et il n'y a jamais rien qui bouge, jamais rien qui change, jamais rien qui évolue. Donc voilà, manifester, pourquoi pas, on peut manifester, mais je ne pense pas que c'est ça qui changera le monde. Alors déjà, une solution, parce qu'on sait très bien que l'argent est le nerf de la guerre, que c'est l'argent qui dirige tout et qui domine tout dans ce monde, une solution serait de boycotter les produits israéliens ou tous ces produits qui sont fabriqués dans les colonies illégales en Palestine. Alors comment faire pour boycotter les produits israéliens? On voit sur Internet qu'il y a énormément de listes qui circulent. Parfois on se dit, à ce rythme-là, je ne peux plus rien manger, je ne peux plus rien boire, je ne peux plus rien acheter. C'est vrai que c'est parfois difficile de s'y retrouver. Alors, pour être clair et non plus pour ne pas crier au loup et finalement boycotter tous les produits qui existent sous prétexte qu'ils participent au projet sioniste, parce que ça malheureusement l'économie participe au projet sioniste. Donc si on ne voudrait plus participer à ce projet sioniste, il faudrait finalement vivre sans consommer, sans plus rien acheter et faire pousser ses fruits et les légumes dans son jardin. Encore faudrait-il que nous ayons tous un jardin, ce qui n'est pas le cas. Alors pour s'y retrouver, je crois qu'il faut d'abord regarder les étiquettes des produits que l'on achète. Parce que sur les étiquettes, il est souvent indiqué l'origine du produit en question. Une information, parfois, il n'est pas mis textuellement origine Israël. Mais vous allez trouver sur certains produits l'inscription ZI, zone industrielle, Barkhane, B-A-R-K-A-N. N'achetez pas. Quand vous voyez ZI, Barkhane, n'achetez pas, cela veut dire que ce produit vient des territoires occupés. Boycottons bien entendu les oranges Jaffa. Boycottons bien entendu les machines à soda SodaStream qui sont elles produites carrément dans une colonie israélienne. Une autre indication, c'est le code barre. Le code barre peut dans certains cas permettre d'identifier l'origine du produit. Ainsi, lorsque le code barre commence par les chiffres 729, ça veut dire que le produit vient d'Israël. Mais attention, ce n'est pas tous les produits qui viennent d'Israël qui ont ce code barre. Donc voilà, ce code barre, ce n'est qu'un indicateur limité, mais c'est déjà ça quand même. Ne fût-ce qu'un petit geste, c'est déjà quelque chose d'important. Il y a également une application pour les smartphones qui est en train de se développer. C'est l'application Boycott, où là vous pouvez directement scanner avec votre smartphone le code barre du produit que vous souhaitez acheter et l'application vous dira si vous pouvez ou non acheter ce produit. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant et qui peut nous aider au quotidien dans notre opération de boycott de cet État criminel d'Israël. Je crois qu'il ne faut plus aujourd'hui acheter les produits d'un pays terroriste qui tue par plaisir des femmes, des enfants et des vieillards, dont le seul unique crime finalement, c'est d'exister. C'est d'exister et d'empêcher l'entité sioniste de mettre en place son projet du Grand Israël, vous savez, qui doit s'étendre du Nil à l'Euphrate en passant par l'Égypte, la Palestine, la Syrie, l'Irak. Tiens, comme par hasard, tous des pays qui ont connu des déstabilisations, de prétendues révolutions ces derniers mois et ces dernières années. Je crois que ce n'est pas anodin. Deuxièmement, ce que je crois qu'il est important de faire, c'est d'appeler au boycott du match Israël-Belgique. C'est un match qui doit avoir lieu dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2016 qui doit se dérouler en France. Ce match Israël-Belgique doit avoir lieu le 9 septembre. Je crois que les Diables Rouges ne doivent pas
se déplacer pour ce match, qu'il soit organisé à Israël ou dans un autre pays avoisinant. Je crois que ce serait une honte de jouer ce match, ce serait une absence totale de dignité humaine de la part de nos joueurs qui sont quand même en grande majeure partie issus de l'immigration ou de confession musulmane. Alors, pourquoi boycotter ce match? Eh bien, premièrement, Israël, je suis désolé, j'ai beau regarder sur une carte, j'ai beau étudier ma géographie, Israël ne fait pas partie de l'Europe. Israël ne fait pas partie de l'Europe. Pourquoi devrait-on permettre à ce pays de participer aux éliminatoires de la Coupe d'Europe? Tout simplement parce que depuis 70 ans, ce pays a créé la misère et a assassiné des millions d'innocents dans sa région, du fait que maintenant, donc bien entendu, il n'est plus le bienvenu. Je vois mal un match demain Liban-Israël ou Syrie-Israël, même Algérie-Israël, ça serait très difficile. Mais forcément, Israël doit quand même aujourd'hui assumer les conséquences de ses actes. Pourquoi est-ce que l'Europe doit toujours venir sauver Israël? Bon, je sais que certains considèrent Israël comme un pays membre à part entière de l'Union européenne, mais ce n'est pas le cas, ou alors qu'on nous l'écrive dans les textes, dans les traités européens, alors on le saura. Mais bon, à l'heure actuelle, Israël n'est pas un pays européen, donc il n'a pas à participer aux éliminatoires de la Coupe d'Europe. Ça semble plutôt logique. Israël pratique une politique pire, je dis bien pire que le nazisme. Et donc jouer contre les représentants d'un pays terroriste, aujourd'hui, jouer contre Israël, ça reviendrait à aller serrer la main des joueurs allemands qui étaient dans l'équipe nationale lors du règne d'Hitler. Ça ne va pas, ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas soutenir un pays terroriste. Jouer contre un pays terroriste, c'est finalement soutenir le terrorisme. C'est dire, mais oui, c'est pas grave ce que vous faites, continuez, allez-y gaiement. Enfin, au sein des Diables Rouges, il y a énormément de joueurs de confession musulmane, mais également de joueurs qui sont d'origine africaine et dont les ancêtres ont connu les crimes et les méfaits de la colonisation. Nous sommes nombreux à nous souvenir de l'horreur de la colonisation belge au Congo. Eh bien aujourd'hui, il y a encore une colonisation qui est d'actualité, c'est la colonisation israélienne en Palestine. Des enfants massacrés, des femmes assassinés, des vieillards maltraités, des populations privées d'eau, d'électricité, de nourriture, privées de tout. Si ces joueurs ont un peu de dignité humaine, ils ne peuvent pas faire honte à leurs ancêtres qui ont connu les méfaits de la colonisation et participer à ce match de la honte. Il en va de même pour les joueurs de confession musulmane qui, par fraternité, ne doivent pas aller serrer la main de joueurs qui tuent leurs frères. Après cette page consacrée à l'international, tournons-nous maintenant vers la Belgique, parce que ces dernières semaines, la Belgique a connu bien entendu une actualité particulièrement intéressante, surtout d'un point de vue politique. Comme vous le savez tous, d'ici quelques mois, de nombreux Belges seront exclus du chômage. C'est Elio Di Rupo et ses amis qui ont décidé ça l'année passée au Parlement. Et donc ces personnes qui vont être exclues du chômage, elles se retrouveront parfois sans le moindre revenu, sans la moindre ressource pour subsister. Il paraît que l'État n'a plus d'argent que pour payer ces personnes, pour payer le chômage, n'a plus d'argent non plus pour payer le CPS, plus d'argent pour payer quoi que ce soit si on l'écoute et si on le croit. C'est bizarre parce que dans le même temps, on apprend que les ministres sortants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été reconduits à leurs fonctions après les élections de mai 2014, eh bien ces ministres sortants, ils coûteront à l'État 10 millions d'euros. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Prime de sortie? Bon, pas vraiment une prime de sortie, c'est-à-dire que la loi leur permet d'engager des collaborateurs à hauteur de 100 000 € par an pendant 5 ans.
C'est bizarre, étonnant, j'ai du mal à comprendre. Donc ils ne sont plus ministres, donc du coup ils vont avoir moins de travail, mais on leur permet d'engager plus de collaborateurs. Donc moins de travail, plus de collaborateurs. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On marche sur la tête, là, c'est totalement stupéfiant. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, normalement. Moins de travail, moins de collaborateurs. Mais non, 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 pas en Belgique. Le ministre, il a moins de travail, il perd son job, ah ben, il a plus de collaborateurs. Ben oui, forcément, il faut bien trouver des jobs pour caser le frère, la sœur, la femme, le père, le beau-père, le beau-fils, le petit copain, le petit ami. Bref, tous ceux qui peuvent, bien entendu, graviter autour du ministre. C'est la particratie, c'est la politique des petits amis. En tout cas, c'est une mesure qui est très particulière. Autre mesure très particulière, c'est que même si de nombreux Belges voient leur salaire diminuer, on peut tous s'en rendre compte en regardant notre fiche de paye, ben ce n'est pas le cas de tous. Aussi, de nombreux politiciens, après les élections de mai 2014, ont vu leur salaire augmenter de manière quand même particulièrement agréable. Je vous laisse admirer ces chiffres. Des augmentations très importantes. On voit que le salaire minimum, finalement, pour un ministre, ça tourne entre les 10 000 et les 11 000 euros, sans compter tous les avantages qui vont avec. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal comme salaire. Et dire que ce sont ces mêmes parvenus qui, d'ici quelques semaines, viendront nous dire, à nous les citoyens, nous qui gagnons 1 300 euros, maximum 2 000 euros par mois en moyenne, de nous serrer la ceinture. Je crois que là, c'est quand même particulièrement scandaleux. Ce sont ces ministres, eux, augmentent toujours leur salaire. Ces politiciens augmentent leur salaire, mais ils nous disent toujours de faire des sacrifices, de faire des efforts, de comprendre qu'on doit limiter le chômage dans le temps. Ben oui, moi je veux bien, mais il serait quand même temps aussi qu'on limite les salaires des politiciens, des ministres, et qu'on arrête toutes ces arnaques. Ces postes que l'on offre, je crois que Paul Magnette, l'ancien président du Parti Socialiste, bourgmestre de Charleroi, comme si ce n'était pas déjà assez, eh bien il s'est vu offrir la place de ministre-président wallon. J'ai regardé, le ministre-président wallon, il n'a pas de compétences. Voilà, donc il est juste payé pour venir afficher sa tronche devant les caméras de télévision pour expliquer les mesures prises par le gouvernement, mais compétence zéro. Il assiste aux réunions du Conseil des ministres wallons et de la communauté française. Voilà, il assiste, il est là, il est présent, il écoute, il prend des notes, je suppose. Ou bien il demande au ministre d'appliquer les ordres qui viennent d'en haut, c'est possible aussi, c'est même très certain. Mais il n'a pas de compétence, donc voilà. Peinard dans son fauteuil, 11 000 euros par mois, plus tous les avantages. Paul Magnette était déjà bourgmestre d'une des plus grandes villes du pays, comme si ce n'était pas déjà assez. Mais non, toujours plus et toujours moins pour les citoyens. Côté dérive politique, quand même une fabuleuse dérive à signaler après ces élections du mois de mai, c'est que le PS et le CDH, eh bien, ils sont parvenus à former une majorité en Wallonie et à Bruxelles, et ils ont réussi l'exploit, mais phénoménal, l'exploit phénoménal d'augmenter non pas, bien entendu, le salaire des citoyens, mais d'augmenter le nombre de ministres. Et oui, le nombre de ministres a encore augmenté en Wallonie et à Bruxelles. C'est incroyable. Je me demande comment c'était possible de faire, mais ils ont trouvé. Mais qu'est-ce qu'ils sont intelligents! Ça, c'est clair qu'ils n'ont même plus peur aujourd'hui, ces élus, quels qu'ils soient, hein, finalement, de n'importe quel parti, n'ont plus peur de montrer ouvertement qu'ils se foutent de nous. Ils se foutent de nos gueules à longueur de temps et ils nous prennent pour des cons. Ils font ça au grand jour et nous ne disons rien. Nous sommes de bons petits moutons qui acceptons tout devant notre journal télévisé de 19 h. Nous acquiesçons à toutes ces mesures qui sont prises. Mais oui, c'est tellement fait pour notre bien-être. Foutaise. Nous avions déjà en Belgique 600 députés, 6 parlements et plus de 60 ministres
Le PS et le CDH, dans la plus pure tradition socialiste, eh bien, ils sont parvenus à augmenter le nombre de ministres. Je dis chapeau, j'applaudis, je dis bravo, messieurs, il fallait le faire. Vous avez fait fort. Enfin, heureusement, le paysage politique belge au niveau fédéral va quand même un petit peu s'éclaircir puisque nous allons être débarrassés d'Elio Di Rupo, qui cédera bientôt sa place normalement de Premier ministre à son successeur issu d'un gouvernement qui devrait rassembler la NVA, plus grand parti du pays, plus de 30 sièges au Parlement fédéral sur 150, le VLD, le CDNV et le MR, seul parti du côté francophone. C'est une bonne chose, je pense, pour l'image du pays. Je ne pense pas que les autres feront mieux. Peut-être qu'il y aura moins de parvenus au sein du gouvernement, quoique, c'est encore à voir. En tout cas, le gouvernement fédéral ne devrait pas non plus diminuer en nombre de ministres. Le MR tient à être bien représenté. Donc voilà, nous allons voir. Mais en tout cas, Elio, on te l'avait dit qu'on allait te le faire bouffer, ce nœud papillon. Je pense que demain, quand tu redeviendras simple président du PS, Elio, la sens-tu qui se glisse dans la quenelle, la quenelle. C'est pour toi, Elio. Bye bye. Oh, je profite bien entendu de ce passage sur les élections pour remercier tous les électeurs belges qui auront fait confiance le 25 mai dernier au mouvement Debout les Belges, qui auront voté pour Debout les Belges ou qui auront voté directement pour moi dans le Hainaut. Je suis particulièrement satisfait, même si je m'attendais à ne pas être réélu. Vous pensez bien que le système n'allait pas permettre à un emmerdeur tel que moi de continuer à les faire chier pendant 5 ans au Parlement en leur balançant à la figure leurs 4 vérités toutes les semaines. Je pense qu'en 4 ans, ils en ont eu jusque-là de moi et que tout était fait, bien évidemment, pour que je ne sois pas élu, dont, bien entendu, ce fameux attentat ou pseudo-attentat au musée juif de Bruxelles, où, bien entendu, tout le monde s'est précipité. Joël Rubinfeld, le président de la LBCA, la Ligue belge contre l'antisémitisme, c'est la même chose que la LICRA en France, pour, bien entendu, me considérer comme responsable de cet attentat avec mes amis Dieudonné et Soral. Ouais, bon. Malgré cela, je crois que j'ai fait plus de 13 000 voix de préférence dans le Hainaut. C'est un score fantastique. Normalement, c'est un score, puisque c'est le 7e meilleur score en termes de voix de préférence pour mon arrondissement électoral. Quand on sait qu'il y avait 18 élus dans le Hainaut, faire le 7e meilleur score et ne pas être élu, eh bien ça montre à quel point le système électoral belge est totalement incohérent. Donc je pense que certains élus l'ont été dans le Hainaut avec des scores tournant autour des 7 000 ou 8 000 voix, comme M. Brodcom du CDH avec 8 700 voix. Il fait presque le double et je ne suis pas élu. Allez encore croire aux élections et croire qu'il y a moyen de changer quoi que ce soit par cette voie-là. Mais je remercie quand même tous les électeurs qui nous ont fait confiance. L'aventure Debout les Belges a été une aventure fantastique et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir la continuer sous une autre formule, d'un point de vue plus informatif, plus d'éveil de la population, parce que je pense aujourd'hui que la solution, elle ne viendra pas du monde politique totalement cadenassé. Vous pensez bien que si un petit mouvement citoyen pouvait renverser le système, il y a bien longtemps que les élections n'auraient plus lieu. Ne se déroulerait plus et serait interdite. Donc évidemment, ces élections sont cadenassées, tout est truqué, puisqu'il n'y a même pas moyen de contrôler le résultat des élections et qu'il n'y a pas d'organisme indépendant qui contrôle les élections. Les élections sont réservées au contrôle exclusif du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire au ministre de l'Intérieur qui est politicien et qui est donc un concurrent. Donc on est jugé parti, il n'y a aucune démocratie là-dedans, il n'y a aucune objectivité. Ces résultats, on ne peut pas les contrôler. Donc évidemment, je suis persuadé que Debout les Belges a gagné les élections. Je suis persuadé que j'aurais dû être réélu pour pouvoir continuer mon travail au Parlement, mais tout simplement le système ne le voulait pas.
il en a décidé ainsi, il est impossible de le contredire. C'est ça la démocratie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Belgique toujours, la presse nous apprend que Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, trouve le temps long au couvent des sœurs Clarisse de Malone près de Namur. Elle trouve le temps long, oh la pauvre. On en aurait presque une larme aux yeux. Michel Martin trouve le temps long. Michel Martin qui suit pourtant des cours de droit et qui se fait appeler Thérèse. Ouais, Thérèse. Ouais, comme dans Le Père Noël est une ordure, il faut dire qu'en termes d'ordure, Michel Martin, elle s'y connaît. Et donc, Michel Martin, elle aimerait que la presse ne parle plus d'elle, elle aimerait qu'on l'oublie, qu'on n'évoque plus son nom, elle rêve peut-être que l'État lui offre une nouvelle identité. C'est possible, vu les secrets qu'elle garde, c'est possible que l'État ait cette bonté quand on voit déjà tous les avantages qu'elle a ces dernières années et les conditions particulièrement souples de sa liberté conditionnelle. On se dit pourquoi pas, c'est peut-être possible. En tout cas, Michel Martin, elle l'a dit, elle a envie de refaire sa vie. Eh bien, nous, on n'a pas envie qu'elle refasse sa vie, Michel Martin, parce que Michel Martin, elle a la clé de l'affaire Dutroux. Elle sait qui a tué Julie et Mélissa. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est elle qui a livré les fillettes à leur bourreau, alors que Dutroux était, lui, emprisonné pour des affaires de vol à la prison de Charleroi. Et donc, pendant ce temps-là, pendant l'incarcération de Dutroux, les fillettes étaient dans la cave de Marcinelle, la maison de Dutroux, près de Charleroi. Et c'est Michel Martin qui devait s'en occuper, qui devait les nourrir, qui devait les protéger, entre guillemets, jusqu'à ce que Dutroux revienne de prison. Et Michel Martin, au lieu de les protéger, au lieu, pourquoi pas, même de les libérer, si elle est si bonne que ça, Michel Martin, si elle est si brave, si elle est si gentille, si elle est si exceptionnelle, extraordinaire, si elle a tellement foi en Dieu, eh bien Michel Martin, elle aurait dû les libérer. Mais non, 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 elle ne les a pas libérés, elle a décidé de les livrer à leur bourreau. Et c'est ainsi que Julie et Mélissa seront torturées, violées, maltraitées et qu'elles finalement décéderont des suites d'abus sexuels graves répétés. Et donc voilà, je ne suis pas du tout partisan d'une libération comme ça de Michel Martin. Je crois que cette femme aurait dû passer toute sa vie en prison sans jamais avoir la possibilité ou sans pouvoir espérer sortir de prison. Je pense que notre justice est beaucoup trop souple, beaucoup trop douce avec ce genre de monstre. Et si Michel Martin a envie de vivre une nouvelle vie, si elle a envie de recommencer à zéro, eh ben nous ferons toujours tout pour que personne n'oublie qui est Michel Martin. D'ailleurs, j'en profite pour que vous puissiez voir à quoi ressemble Michel Martin, Thérèse, sur les photos qui apparaissent ici à l'écran. Dans cette émission, nous avons la confidence de la semaine. C'est une petite séquence sur laquelle nous épinglons bien entendu les petites phrases de certaines personnalités très importantes du monde dans lequel nous vivons. Alors, la confidence de cette semaine, c'est celle-ci. Oui, nous avons pratiqué la torture. Oui, nous avons pratiqué la torture. Alors, cette phrase n'a pas été prononcée par Bachar el-Assad. Non, 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 non. Mais elle a été prononcée par, bingo, Barack Obama, le président des États-Unis. Yes, we can. Thank you, New Hampshire. La plus grande démocratie au monde, pour mieux cacher très certainement ses crimes passés et actuels, du massacre des Indiens d'Amérique à la bombe atomique d'Hiroshima, en passant par ses crimes en Ukraine, en Palestine, en Afghanistan, en Irak ou en Syrie. Mais, attention, Obama, il reconnaît que les États-Unis ont pratiqué la torture, mais il tempère, Barack. Parce qu'il dit que s'il y a eu de la torture, c'est à cause du 11 septembre. Le traumatisme du 11 septembre. Mais qu'elle est bien pratique celle-là. Qu'il est pratique de créer des attentats sous faux drapeau pour après pouvoir tout se permettre
même les crimes les plus graves, même la torture, même l'invasion de pays souverains. C'est vraiment pratique. Je crois que là, les États-Unis ont vraiment la palme. C'est extraordinaire. Je dis chapeau, bravo. On crée le 11 septembre et puis on l'utilise pour justifier les crimes les plus abominables. Et on ose encore s'appeler démocratie. Comme quoi, États-Unis, Israël, Hitler, finalement, c'est le même combat. Dans cette émission, nous allons aussi, chaque semaine, mettre en valeur, en évidence, lorsque c'est possible, une initiative positive qui apporte un plus dans la société dans laquelle nous vivons et qui, finalement, est une activité ou une idée développée par de véritables dissidents qui ont à cœur de changer le monde dans lequel nous vivons pour offrir finalement un monde meilleur à nos enfants. Et ce mois-ci, l'initiative que je voudrais bien entendu épingler et mettre à l'honneur, c'est la création par Dieudonné, de l'Ananassurance. Alors, à première vue, on pourrait croire que c'est une blague. C'est une nouvelle idée de Dieudonné pour faire rire ou pour faire peur au système. Mais non, 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 ce n'est pas une blague, c'est un projet très sérieux que Dieudonné développe en ce moment avec d'autres dissidents, dont je suis heureux d'ailleurs de faire partie. Et l'idée est très claire. C'est de permettre finalement à la dissidence de se développer en pouvant compter sur des moyens financiers conséquents. Aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen. Nous devons faire avec des bouts de ficelle et nous débrouiller comme on peut dans des conditions qui sont parfois très difficiles. Et donc nous n'arrivons pas à rivaliser avec nos adversaires qui eux sont tout puissants, ils ont tout. Ils ont la technologie, ils ont les banques, ils ont l'argent, ils ont les médias, ils ont les journaux, ils ont tout. Nous n'avons rien. Si ce n'est notre bonne volonté, notre courage et notre détermination à le renverser, à renverser ce pouvoir. Et donc, lorsque Dieudonné m'a parlé de la création de cette assurance, je me suis dit, mais voilà, enfin, voilà une initiative qui va permettre à la dissidence de sortir en fait des caves, de sortir pour s'exprimer au grand jour et pour pouvoir bien entendu se développer comme elle le mérite. Alors, vous savez tous que l'État nous oblige de prendre des assurances. C'est ce qu'on appelle les assurances obligatoires. Alors ces assurances obligatoires, c'est l'assurance voiture, la responsabilité civile, et c'est l'assurance incendie pour notre habitation. Ce sont des assurances obligatoires, on ne peut pas y échapper. Alors, vous voyez, le système est particulièrement bien fait puisque l'État nous oblige à enrichir par le paiement de ces assurances ceux contre qui nous luttons. L'Ananassurance. Vous êtes déjà, et au-delà de tous nos pronostics, plusieurs dizaines de milliers à soutenir ce projet extraordinaire. Alors, évidemment, comme nous n'avons pas le choix et que nous devons payer nos taxes, payons-les. Mais assurons-nous auprès de la seule compagnie d'assurance dissidente, l'Ananassurance. C'est grandiose. Ce projet, cette initiative de Dieudonné est totalement grandiose. Projet extraordinaire. Alors, si vous voulez changer d'assureur et opter pour l'assurance, comment faire? Eh bien, comment faire? Pour l'instant, c'est très simple. Il vous suffit de vous faire connaître sur le site de la pétition, bien trouvé, pétition de Dieudonné, dont l'adresse s'inscrit ici en bas de l'écran. Vous allez vous inscrire. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 100 000 clients potentiels pour l'Ananassurance. Alors, il est déjà clair aujourd'hui que l'Ananassurance verra le jour en France et en Belgique dans les mois ou les semaines qui viennent. Mais il serait quand même mieux d'avoir un nombre de clients potentiels de 100 000. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous inscrire dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, sur cette pétition. Je pense que c'est véritablement très important. Il faut faire cette démarche. Si on s'estime être un dissident, on ne peut pas rester les bras croisés et continuer à être assuré auprès de la MAF, auprès d'Etias, auprès d'AG Insurance ici en Belgique ou d'autres
compagnies d'assurance, qu'elles soient belges ou françaises. Il faut faire le pas, il faut faire un minimum d'efforts et soutenir la dissidence. Le but, c'est pas de se faire de l'argent. Le but, c'est pas de construire un palais à l'autre bout du monde avec votre argent. Non, le but, c'est de simplement permettre à la dissidence d'avoir les moyens de renverser le pouvoir en place sioniste qui nous opprime, qui nous réduit au silence, qui combat notre liberté d'expression, qui limite nos droits, nos libertés et qui finalement n'a qu'un seul objectif, c'est de nous contraindre à la pauvreté, de nous réduire à la pauvreté. Il ne faut pas croire, les différentes crises financières que nous avons connues, c'est à cause du sionisme, c'est à cause de ce régime. Toutes ces crises sont inventées pour permettre aux puissants de se mettre toujours plus d'argent dans les poches et nous à devoir finalement se contenter des miettes qui restent pour nous nourrir. Ce n'est pas un avenir digne que nous allons donner à nos enfants si nous continuons comme ça. Donc je le dis clairement, si nous sommes dissidents aujourd'hui, nous devons faire le pas et aller dans cette voie de l'anassurance de Dieudonné. Pourquoi? Parce que l'anassurance aura les mêmes garanties que les autres assurances. Vous ne risquez rien de plus. L'assurance vous remboursera en cas de sinistre, bien entendu, avec en plus un service qui sera particulièrement personnalisé. Ça, je crois que c'est quelque chose auquel il faut absolument s'engager au sein de cette assurance. Et en plus, cerise sur le gâteau, cerise sur la quenelle, c'est qu'en plus, les primes au sein de cette assurance seront les moins chères du marché. Alors c'est clair, il n'y a pas de raison, il faut profiter de la loi pour poser un véritable acte dissident et rejoindre l'anassurance. Je vous invite encore à vous inscrire sur le site dont l'adresse s'inscrit ici en bas de l'écran. C'est véritablement capital, c'est très sérieux. Ce projet verra le jour dans les prochains mois en France et en Belgique, mais il faut que vous soyez très nombreux à promettre de faire le pas. Soyons sérieux, c'est important, on ne rigole pas. C'est une véritable nouvelle société que nous sommes en train de construire au sein de la dissidence avec Dieudonné et tous les véritables dissidents engagés dans la voie du changement. Nouvelle séquence, l'aveu de la semaine. Alors l'aveu de la semaine, on le doit à Marine Le Pen, évidemment. Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui comprend l'existence de la LDJ, vous savez, la Ligue de défense juive, cette organisation considérée comme terroriste et interdite dans de nombreux pays, y compris en Israël. Marine Le Pen, l'actualité est évidemment marquée par Gaza. Est-ce que le gouvernement a raison de réfléchir à l'interdiction de la Ligue de défense juive qu'on a vue dans la rue ces dernières semaines lors des manifestations pro-palestiniennes notamment? D'abord, moi, je voudrais dire que s'il existe une Ligue de défense juive, c'est qu'il y a un grand nombre de juifs qui se sentent en insécurité. Et ils ont le sentiment que monte un nouvel antisémitisme en France et qui est le fait de confrontations communautaires. Ça, c'est une réalité. Il faut la dire parce que si on ne la dit pas, on se cache une partie de ce qui est en train de se dérouler en France. Les Juifs de France se sentiraient en insécurité. Paf! Un acte de plus de soumission de Marine Le Pen au système. C'est fou. Finalement, on se rend compte que Marine Le Pen est vraiment prête à tout, y compris à lécher le cul des sionistes pour arriver au pouvoir. C'est triste. C'est triste parce que je sais que de nombreux dissidents français avaient espoir en elle. Ils pensaient véritablement que Marine Le Pen allait changer les choses et venir apporter une solution, une lueur d'espoir dans ce paysage politique français sclérosé par l'UMPS qui ont démontré toute leur incompétence. Avec cette dernière déclaration et encore cet aveu, on voit clairement que Marine Le Pen fait partie du système. Elle n'est pas le sauveur tant attendu. Je crois d'ailleurs que le sauveur n'existe pas au niveau politique. Je pense que les citoyens peuvent changer tout, ils peuvent changer le monde dans lequel on vit, mais attendre le sauveur au niveau politique, je pense qu'on risque encore d'attendre longtemps. Mais voilà, je pense que là, justifier l'existence de la LDJ pour Marine Le Pen, cette LDJ qui appelle à tuer, à bastonner mes amis que sont Alain Soral, Dieudonné, qui ont déjà violenté Jacob Cohen et qui me menacent régulièrement. Non,
justifier l'existence de la LDJ, c'est une déclaration de guerre que Marine Le Pen fait à l'ensemble de la dissidence antisioniste française et belge. C'est une honte. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est stratégique, que c'est une volonté pour elle de se faire bien voir par les hautes sphères du pays, mais que finalement elle n'y croit pas et que quand elle sera élue, elle ne fera plus attention aux médias, elle n'essaiera plus de frotter la manche des puissants et qu'elle mènera une véritable politique courageuse et dissidente. Ce n'est pas vrai. Le Front National n'est pas un parti dissident, il existe depuis des dizaines d'années. Encore, Jean-Marie Le Pen a au moins le courage de ses convictions, il va jusqu'au bout sans jamais en changer, mais autant Marine Le Pen, elle a démontré ces derniers mois sa soumission totale au régime, au sionisme, au pouvoir. Je vois que là, elle est en train de baisser son pantalon véritablement et elle attend qu'une chose, c'est d'être adoubée en fait. Elle attend d'être acceptée par le système, ce système qui constate de toute façon qu'il court à sa perte. C'est ni l'UMP ni le PS qui apporteront l'espoir aux Français, donc il faut bien trouver quelqu'un d'autre. Et cette personne, bon, c'est de Marine Le Pen qu'il s'agit bien entendu. Et il faut bien évidemment que Marine Le Pen, elle soit mise sous couvercle, qu'on puisse la contrôler, qu'elle soit un bon petit mouton qui ne fasse surtout pas d'ombre au système qui nous opprime. Donc voilà, je l'ai déjà dit, mais je remercie en tout cas Marine Le Pen de cet aveu qui va dans le sens de ce que je dénonçais depuis des mois à son égard. Je voudrais aussi, pourquoi pas, parce que Marine Le Pen, elle parle beaucoup, mais il n'y a jamais beaucoup d'explications. Je voudrais qu'elle m'explique de quelle insécurité à quelle insécurité elle pense lorsqu'elle parle de l'insécurité des Juifs en France. J'ai beau regarder, je ne vois pas dans l'actualité, pourtant très friande à répercuter ce genre d'événements, je ne vois pas beaucoup d'événements ou d'actes antisémites qui sont commis en France ou même ailleurs en Europe d'ailleurs. Surtout lorsque ce n'est pas le système lui-même qui réalise ces actes et ces événements. Donc voilà, je ne comprends pas très bien de quelle insécurité elle parle, mais bon, je crois que elle ne sait pas non plus. Je crois que simplement on lui a dit, voilà, ouais, tu vois, 2017 ça approche, ben, si tu veux arriver, ben, il va falloir dire certaines choses et aller dans le bon sens. Ça explique aussi sa mauvaise entente actuelle avec son papa. On ne peut pas dire que l'entente familiale soit au beau fixe. Ben, forcément, entre une Marine Le Pen qui a décidé de lécher les bottes des sionistes et son papa Jean-Marie qui lui reconnaît encore dernièrement dans la presse qu'il n'a pas envie de faire ami-ami avec les hauts dirigeants de ce monde et qui préfèrent leur cracher à la gueule, c'est clair que les deux positions sont difficilement compatibles. En tout cas, moi je préfère celui qui crache à la gueule des puissants que celle qui leur lèche le cul. Je voudrais encore, puis pour bien marteler, c'est justifier l'existence de la LDJ. Ok, sous prétexte qu'il y a une augmentation des actes antisémites. Bon, ok, c'est pas le cas, mais bon, passons. Il y a une augmentation en France des agressions à l'égard des musulmans. L'islamophobie, c'est énorme. Tout le monde a peur de l'islam des musulmans. Quand on parle d'islam des musulmans, on voit toujours terrorisme. Les Français, les Belges, ils voient souvent l'islam d'un mauvais œil. Et donc, il y a aujourd'hui des femmes qui se font agresser en rue parce qu'elles portent le voile. On l'a vu à Trappes, par exemple. Cette pauvre femme qui a été frappée parce qu'elle portait le voile. Alors, dans la même logique, les musulmans se sentent en insécurité. Et là, il y a des faits qui le prouvent, parce que l'augmentation des actes islamophobes est de plus en plus élevée. Alors imaginons ce que dirait Marine Le Pen si demain il y avait une ligue de défense musulmane qui voyait le jour en France et que les membres de cette ligue sillonneraient les routes de France armés de battes de baseball et de barres de fer. J'entends déjà la marine, hein. J'entends déjà la marine crier aux salafistes, à l'islamisme radical, à l'obligation pour la République d'interdire ce genre de milices privées qui s'octroient tous les droits,
qui va à l'encontre des règles fondamentales de la République française, etc., etc. Je la vois déjà s'agiter, comme quoi 2 poids, 2 mesures, comme d'habitude, en fonction. Et oui, vous m'aurez compris. En tout cas, merci Marine de démontrer que tu étais bien un leurre. Cela permet aussi à tous les Français, à quelques mois des élections présidentielles de 2017, de ne pas croire que Marine Le Pen constitue la solution et le miracle à tous les problèmes que connaît la France aujourd'hui. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre espoir. Vous savez, la dissidence, elle se développe tous les jours. La dissidence, elle est de plus en plus forte chaque jour qu'il passe. Nous sommes de plus en plus nombreux au sein de la société. Et finalement, rien ne dit qu'en 2017, lors des élections présidentielles françaises, rien ne dit qu'il n'y aura pas un candidat de la dissidence qui pourra bien entendu mettre une belle quenelle bien épaulée à tous ces clowns de l'UMPS en passant par le FN qui finalement ne cherchent qu'une chose, c'est le pouvoir pour eux-mêmes, le pouvoir pour plus s'en mettre plein les poches, mais avec qui rien ne changera dans notre quotidien. Qui sait? Il nous reste quelques mois au sein de la dissidence pour trouver un véritable candidat qui ait les épaules suffisamment solides que pour mener ce combat présidentiel. En tout cas, moi, il y a mon petit doigt qui me dit qu'il y aura quelqu'un. Mais la suite, dans les mois qui viennent. Nous voilà donc arrivés, mes chers amis, au terme de cette première émission de Debout les Belges, le magazine qui vous réveille et vous informe dans une Belgique où les médias ont surtout comme mission de vous endormir. À partir de la rentrée de septembre, vous pourrez retrouver notre émission toutes les semaines sur Meta TV. Vous pouvez aussi voir et revoir nos émissions à votre guise sur ma chaîne YouTube dont l'adresse s'inscrit en bas de l'image ou sur le site internet du mouvement Debout les Belges, www.deboutlesbelges.be. Pour terminer, je voudrais remercier tous les participants de la conférence sur la Palestine que j'ai organisée le 26 juillet à Paris au Théâtre de la Main d'Or et qui ont accepté de débourser la somme de 5 € et sans qui cette émission n'aurait pu voir le jour par manque de moyens financiers et par manque de matériel audiovisuel. Donc si cette émission existe, si aujourd'hui nous avons en Belgique, au sein de la dissidence, les moyens techniques de pouvoir mettre sur pied ce genre d'émission, eh bien c'est grâce à vous, grâce à cette simple conférence. Et je voudrais tout simplement du fond du cœur vous dire merci. Merci. Grâce à vous, Debout les Belges existe. La dissidence belge existe, elle pourra continuer à faire son travail grâce à la naissance, il y a quelques jours de cela, de Meta TV Belgique, la petite sœur belge de Meta TV de France. Je vous remercie infiniment et comptez sur moi pour continuer à vous informer toutes les semaines dès la rentrée de septembre. Je pense que nous avons encore énormément de quenelles à placer, nous avons énormément de vérités à révéler, de mensonges à dénoncer. C'est l'objectif de Debout les Belges. Nous ne sommes pas morts, nous sommes debout et nous le resterons. Merci beaucoup et à très bientôt.